Voilà, un peu moins que 12h30. On va démarrer tout de suite en vous disant bonjour, bon début de semaine. Bonjour Jessie. Bonjour Danick. Vous êtes toute seule aujourd'hui? Oui. Mais non, vous n'êtes pas toute seule, je suis là. C'est ça, vous êtes là. Bon, en tout cas, la barque un peu chargée, c'est pour la raison pour laquelle on a commencé un peu plus tôt. On va recevoir tout à l'heure Maïté Hubert, bonjour. Bonjour. Plus tard, on recevra Erika Mérillon qui parlera des croisières et du tourisme suite à un sondage qui a été fait. Et puis plus tard, encore beaucoup plus tard, beaucoup de femmes aujourd'hui, Rachel, Lolia et Vanessa Rounel, les finalistes du prix Orange, elles seront aussi avec nous. Et bien sûr, nous recevons quand même un homme, Didier Manette, qui viendra nous parler d'une manifestation qui se fait très prochainement. Donc voilà un petit peu le sommaire des invités. Sinon, l'actualité, elle est aussi chargée. Bonjour, Jessie, allez-y. Merci Danick. Et le conflit Canal+, Canalsat est terminé. Les salariés et la direction ont signé un accord samedi dernier. La salariée concernée par le licenciement qui avait conduit à la grève va être réembauchée. Et les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne sont mobilisés depuis ce matin. Les parents contestent la suppression d'une classe pour la rentrée 2016, une mobilisation qui devrait se poursuivre jusqu'à demain. Et le diabète pour les sourds-muets, c'est la première fois que l'Association française des diabétiques de la Guadeloupe organisait une rencontre sur le diabète pour ce public, souvent isolé par rapport à l'information santé en Guadeloupe. La conférence a eu lieu samedi dernier aux Abîmes. Pile 12h30, Maïté, oui. Non, c'est parce qu'on avait toujours les titres à l'antenne. Ah, les titres n'étaient pas terminés. Bon, voilà. Ben, c'est terminé. Je disais donc pile 12h30 et on va commencer tout de suite avec le conflit Canalsat. Alors, finalement, tout est réglé? Effectivement, Danick, donc la grève menée par les salariés de Canal+, Canalsat depuis le 2 mars s'est achevée samedi suite à un accord signé avec la direction. On rappelle que le mouvement avait débuté suite au licenciement d'une salariée cadre, un licenciement jugé abusif par le syndicat resté près d'un mois et demi sur le piquet de grève. La salariée sera finalement réintégrée dans une entreprise partenaire de Canal+, sous les mêmes conditions et dispositions de son ancien contrat de travail. Reportage tout de suite de Jeff Taylor. Et combat que nous menons et détermination que nous baillons dans combat là, nous arrivons à racher en réemploi pour Gladys Barfleur à une entreprise partenaire, ça veut dire entreprise qui est en partenariat avec Canal+ Antilles. C'est un CDI, contrat de travail à durée indéterminé, d'accord, sans période d'essai, qui a commencé depuis le mois de juin. Si même statut, ça veut dire un poste de cadre à même rémunération mensuelle. C'est important d'avoir que à travers le combat là, nous racher justement revendications que nous toujours menées. Ça veut dire faire en sorte de respecter travailler, de respecter compétences à travailler et faire en sorte que nous pas grossir les rangs du chômage. Quand nous répétons pendant tout conflit là, les patrons ont considéré qu'ils ont un droit de vie et de mort en les salariés dorénavant, qu'ils ont permis de licencier dès lors qu'ils ont l'autorité hiérarchique pour permettre de faire ça. Et en ce sens-là, ça lutte à aller travailler à Canal, c'est exemplaire. Exemplaire pour dire non. Non au mépris, non à l'arrogance, non au licenciement, non à la discrimination, nous pas d'accord. Et je dis là, nous peut dire que c'est une grande fierté parce qu'ils ont raché un accord qui permet non seulement de régler un certain nombre de problèmes qu'ils ont dit dans là, mais surtout de faire en sorte que madame là, a licencié là, qu'il y ait une activité de réemploi dans le cadre d'un contrat de travail à une entreprise qui est partenaire à Canal+. Et ça, c'est essentiel, elle veut maintien à revenu. Et ça, c'est un combat, nous peut dire, qui est en tout point exemplaire. Parce que je dis là, c'est trop facile pour un patron qui décréter qu'il n'y a pas qu'on fait ça dans un salarié, de mettre dehors, et là on met un salarié dehors, c'est toute famille qui a mis dehors, c'est Timoun qui a mis en la rue là. Et nous avons pensé aussi que la direction du travail et les services de l'État bien comprendre que dérive là, c'est inacceptable dans un pays qui est gangréné par le chômage de masse. Et c'est pour ça qu'on a pensé aussi qu'ils ont joué tout rôle là pour te faire en sorte que médiation et facilitation faite pour te trouver accord là ça. Désormais, nous avons concernant la priorité à l'embauche locale. Et c'est ça
ça aussi, ça a constitué les autres points dans la plateforme en nous. C'est la priorité à l'embauche locale et c'est ça qu'elle nous marqué et fait en sorte qu'elle respecte toutes les instances représentatives du personnel dans tout ça qu'elle a présenté et dans tout projet à eux. Ils savent que désormais, nous là, nous Doubout et les conditions de travail concernant les travailleurs dans la qui fait n'importe qui genre, il faut que désormais ils consultent tous les travailleurs si conditions de travail à eux, si vie de famille à eux, avant de prendre une décision qui est affectée d'une manière ou d'une autre vie sociale à eux. Voilà, en direct donc dans le ZCL de ce midi, bien sûr, Maïté Mtoumou Hubert, bonjour. Bonjour. Alors, première question que vous posez, nous pouvons revenir sur ça aujourd'hui là, mais l'organisation qui a lancé un mouvement comme ça, qui ont réussi à Mouna pour Mouna rester pendant 42 jours, parce que je pense que battre au LKP là. Eh bien, c'est-à-dire que ça qui était important, c'est que plus le conflit là était perdurer, et plus les grévistes, mais aussi les gens qui étaient alentour en nous, ça veut dire les camarades, ça veut dire peuple Guadeloupe, tu as constaté qu'effectivement c'était réellement injustice. Et en plus à ça, on tenu en direction qui n'a pas réagi et qui t'a préféré laisser nous pourrir dans cette situation là ça sans véritablement chercher une solution pour nous sortir là-dedans. Alors c'est ça qui fait que de toutes les manières, ça t'a bon nous plus force, plus courage et plus détermination dans le combat là que nous t'a mené là. Et à quel moment vous avez senti que ça t'a basculé en sens à autre? Nous pas senti que c'était basculé en sens nous. Ça nous te savons, c'est que de toutes les manières, nous te savons que ça était injuste. Nous te savons que direction à Canal pas tenu pour preuve pour justifier en telle sanction le licenciement. Donc nous te savons que nous pas la guerre tant que Gladys Barfleur pas travail. Et c'est ça. Tous les jours nous te fait le point régulièrement. Nous te cani des soutiens des peuples là, soutien à camarades en nous, soutien à syndicats en nous et même d'autres syndicats. Et nous te savons que de toutes les manières nous pas la guerre parce que aujourd'hui là il faut nous arrêter profitation là ça et arrêter vrai les patrons qui licencié n'importe qui j'en travaillait pour nous pas réagir. Monsieur si. Alors, la situation s'est réglée pour Gladys Barfleur, mais apparemment le mouvement va quand même continuer. Oui, parce que ça nous toujours expliqué dès le départ. Hein, Gladys Barfleur, oui, c'est vrai au niveau à Canal+, c'est cas particulier là ça qui fait nous réagir, mais c'est le cas à l'autre travailleur. Aujourd'hui là, nous avons constaté effectivement que des patrons qui ont autorisé yo, qui ont licencié travailleurs n'importe qui gens sans qu'il y ait ni pour preuve, pour élément justificatif, et bien ils ont licencié et nous vraiment même on délégué en nous, par exemple à KBMW, qui ont licencié et alors même que le prud'homme ordonné réintégration, et bien patron là ça qui s'est blandé, veut pas réintégrer, ça pas normal. Il faut nous arrêter parce que nous tous ni doit vivre en pays là et surtout nous Guadeloupéens, nous ni famille qu'on yo. D'accord, nous faisons incident et nous que goumé justement pour respecter les Guadeloupéens qui font incident, qui vivent incident et qui est toujours goumé pour pays à eux. Justement, le 12 avril, vous aviez lancé un appel à l'ensemble des salariés en Guadeloupe justement dans cette situation. L'appel avait été entendu? Ah oui, l'appel avait été entendu. Travailleurs étaient là, travailleurs étaient mobilisés dans tout secteur, qui dans le public, qui dans le privé, mais aussi d'autres organisations syndicales qui vivent même là et nous avons bien vu ça qui a passé tout partout au niveau de la poste tout partout et nous avons vu aussi que le peuple a répondu. Nous voulons toute population là, même si peut-être ni ça qui partait en disant défilé là, mais qui était debout au bord chimé là, qui était applaudi et qui était acquiescer justement au mouvement là qu'elle nous a mené là. On a pensé que ça nous fait là, ça rebat en l'autre travailleur espoir et nous ressenti que ça baille l'envie goumé. Et c'est ça qu'elle nous voulait. C'est ça qu'elle nous voulait, qu'est-ce que désormais travailler ouvert et arrêter paix. Parce que plus nous qu'y aller et plus c'est en solidarité ensemble que nous qu'y fait en sorte que ces patrons-là ça respecte nous. Alors est-ce que nous peut dire Maïté Hubert que là ça combat là ça sont bien qui exemplaire pour autres cas qui exemplaire on ici je crois considérer. Il est exemplaire dans la mesure où faut savoir que c'est une jeune section qui partage fait grève, une jeune section qui que nous a essayé bien évidemment fait grandir des jours en jour. L'Union des travailleurs des télécommunications. Oui. Alors dites-moi si justement c'est des entreprises qui a dans la communication et la télécommunication. Donc nous ni effectivement Canal+, ni Orange, ni aussi les télés ici et les radios telles que Guadeloupe Première, RCI, etc. Donc nous on Canal comme ça. Peut rentrer aussi. Peut-être qu'il y a déjà là ou pas ça.
D'accord. Peut-être qu'il y a là, Oui. mais but en nu, effectivement, c'est que c'est un gros secteur, hétéroclite, certes, mais c'est un secteur qui est important et c'est un secteur qui, bien souvent, a constitué une espèce de formatage dans l'esprit à moun. Donc, c'est important, justement, que nous rentrions dans ce secteur-là, ça, et qu'elle nous fait en sorte que les informations qui diffusées pour nous, c'est des vraies informations. Nous goumets en eau, justement, pour faire en sorte que, par exemple, à France Antilles, là, ils mettent en place le plan social là, qu'elle nous fait en sorte qu'à travers les nouveaux programmes qu'ils mettent en place, eh bien, qu'ils font en sorte de faire un journal qui réellement a informé la population là de ça qui a fait en Guadeloupe. Nous commandons aussi qu'il y ait de véritables journalistes d'investigation et qui ne pas contenter juste de relater des informations qu'ils tentent, mais ils font un véritable travail de recherche et d'approfondissement. C'est pour ça qu'elle nous a gommé. Et des secteurs comme Orange, comme Canal+, qui sont des véritables entreprises de cash money qui ont dégagé des millions de bénéfices, et bien qu'ils font en sorte que richesse là, ça qu'ils auraient distribué dans le peuple là. Et non pas qu'ils remontent, gens qui ont fait, il y a qui pour les actionnaires, et que là, on doit rester gardé en bas, travailler obligé gommer, justement pour payer ni anti-morceau dans la richesse là, ça. Et ce travail là, ça qu'elle nous a essayé de mettre en place depuis tantôt. Nous savons qu'il n'est pas évident parce que là, on a des entreprises comme ça, qui ont fait en sorte justement entre guillemets, acheter travailler pour faire en sorte qu'ils n'ont pas jamais levé gaoulé, ils n'ont pas jamais revendiqué. Donc, travail là, pas facile, mais là, on a constaté effectivement ça qui a fait. On ne peut pas gommer, on ne peut pas ouvrir à un moment donné, et vrai qu'il y a une profitation dans ce secteur là, ça, et qu'il faut nous réagir. Alors, on a une dernière question, petit dernier là, ce que j'ai ici. Généralement, les gens disent que les femmes dans le combat, ils sont plus chaud. Peut-être parce que y a un petit goût de plus sentiment. Ah bon? Oui, on a pensé que la sensibilité là, petit goût plus développée parce qu'il y a un petit monde. Donc c'est vrai que là on a regardé au moment des enfants qu'on Gladys Barfleur qui est des petits monde qui lui aussi envie construire un projet de vie. Naturellement ça a révolté et ça a envie de gommer parce que ça peut être n'importe qui monde qui a dans le cas là ça. Et nous tout cas dit que femme c'est pour tout mi-temps, mais si on peut pas travailler, si on peut pas nourrir si on ne peut pas éduquer, forcément après ça nous avons tout partout les gens qui dénoncé la violence, qui dénoncé jeunesse en chimie, jeunesse en larila, effectivement si on pas en travail, si on pas en éducation, forcément ça la violence et ça l'errance. Alors, on s'était posé la question la semaine dernière justement sur le ZCL. Est-ce qu'il faut s'attendre à un second mouvement régional semblable à 2009? Ça nous peut dire en tout cas, c'est que nous avons bien vrai que dans le monde entier, tout le monde a revendiqué. Nous avons en France, ça a passé à travers la nuit debout. Ça veut dire que travailler ni conscience. Vous êtes en nuit debout, vous êtes aussi. Hein? Nous, la journée debout, la nuit, nous toujours debout. Ouais. Là, ces gens-là qui nous ont montré justement que ça n'a pas caillé. Nous avons constaté que les patrons, effectivement, certainement après 2009, décidé de passer à l'offensive et de marcher s'ils travaillaient. Nous panions le choix de toutes les manières. Nous que goumé. Et si ça pourrait jusqu'à un mouvement social et sociétal grandait à 2009 et qu'il y a jusqu'à ça n'a pas programmé, ça n'a pas prévu, mais ça nous savent, c'est que de toutes les manières, il faut nous arrêter profitation là ça. Juste un dernier mot, Maïté, nous à quelques jours de 1er mai, question là qu'a posé là, est-ce que les travailleurs qui semblaient ensemble à les organisations syndicales qui peuvent sembler pour un 1er mai qu'on a l'habitude de faire? Oui, nous au niveau à l'UGTG, nous toujours qu'à crier l'ensemble des organisations syndicales assemblées pour nous faire un 1er mai unitaire, c'est ça qu'elle nous fait encore l'année là ça. Et on peut espérer que vu tous les problèmes qui ont posé un pays là, qui a été largement suivi, non seulement par les organisations syndicales, mais aussi d'autres organisations qui ont posé problème en pays là, tels que problème à de l'eau, problème à Zodi. Il faut que tout le monde du bout là marcher ensemble pour nous régler tous ces problèmes là ça que nous rencontrons tous les jours. Et d'après ça, on va voir dans le calendrier Azot, oignons assemblés le 26. Oui, le 26. Nous avons poursuivre l'Assemblée là parce que quand on dit devant, pas parce que nous au niveau à Canal+, nous régler le problème là que ça veut dire que tout bit est fini, bien au contraire, nous gommer justement pour ouvrir chemin pour les autres travailleurs, puis voir que ça possible et qu'il faut nous aller jusqu'au bout, faut pas nous laguer, faut nous aller jusqu'au bout en détermination et en solidarité. Alors il est pour désormais depuis nous avons profitation, licenciement abusif, licenciement tout court, et bien que les patrons, tous les patrons constatés, et bien que
c'est travailler qui debout ensemble en solidarité pour arrêter ce butin-là. Merci donc Maïté Hubert, 12h42, on va continuer le journal, on va recevoir tout à l'heure Erika Mérillon, mais pour l'instant on continue le journal avec Jessie. Et avant le développement des titres, le docteur Henri Corentin nous a quittés, ministre des Transports, des Travaux publics et des Télécommunications pour la République du Mali en 1960. Il a été par la suite président du comité olympique malien de 1969 à 70, puis président de la Ligue d'athlétisme de la Guadeloupe de 1976 à 1979. Médaillé de l'ordre olympique, Henri Corentin est devenu le deuxième membre d'honneur de l'organe fédérateur des sports de la Guadeloupe le 15 mai 2011 lors de l'Assemblée générale du CROSS de la Guadeloupe. Le CROSS, qui au nom de son président Alain Sorez, adresse à la famille du défunt ses condoléances attristées. Et on poursuit, mobilisation aussi pour les parents d'élèves de l'école primaire Ginette Maragnès Mix 2 de Sainte-Anne. Dès la rentrée 2016, une classe de l'établissement sera fermée. Une décision du rectorat que les parents d'élèves de l'école contestent. Les classes sont déjà en sureffectif avec des conditions de travail compliquées. C'est la 3e année consécutive que l'établissement se voit perdre une classe. Les parents sont donc mobilisés jusqu'à demain pour obtenir une rencontre avec le rectorat. Le directeur de l'école soutient également le mouvement. Reportage de Jeff Taylor. Alors déjà on est mobilisés parce qu'on est vraiment très déterminés à ce que ça se passe autrement à la commune de Sainte-Anne, surtout au niveau de l'école Ginette Maragnès Mixte 2. Voilà, il y a la fermeture de classe qui doit se faire pour la rentrée prochaine. Alors les enfants déjà, on est en sureffectif dans les classes, il y a trop d'enfants. Il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de ventilation et en plus on nous ferme la classe, c'est-à-dire il y aura plus d'inscrits l'année prochaine. Alors au lieu d'être peut-être à 27, là ils vont être peut-être à 34, alors les conditions de travail vont être très difficiles. Il faut savoir que la mairie de Sainte-Anne est tout à fait préoccupée par les fermetures qui ont été annoncées vendredi. Nous avons reçu le courrier vendredi qui annonce 3 fermetures de classes, notamment sur Ginette Maragnès, l'école qui est l'objet de ce mouvement. Et nous avons répondu ce week-end, le courrier est parti ce matin à monsieur le recteur pour lui donner des arguments en défaveur de cette fermeture. Donc les arguments sont les suivants, la baisse n'est pas significative du nombre d'élèves. Nous tenons à ce que les enfants de Sainte-Anne puissent recevoir une éducation dans les meilleures conditions et une moyenne de 24 élèves par classe, ce sont quand même des conditions assez favorables. Nous, enseignants, nous sommes là, nous attendons l'évolution des choses, nous attendons la suite qui sera donnée à ces événements. En tout cas, nous sommes là, nous sommes devant l'école. Et ce que je comprends, l'action des parents, en tant qu'enseignant, en tant que militant de l'éducation, oui, je prends mes responsabilités, je comprends parfaitement le mouvement que mènent les parents parce que nous travaillons, nous enseignants, dans des conditions extrêmement difficiles. Les élèves sont en sous-nombre dans les classes et vous comprendrez aisément que cela impacte considérablement sur la qualité des enseignements qui sont dispensés. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas simplement un mouvement d'humeur, mais véritablement une prise en compte de la réalité de l'éducation en Guadeloupe et à mon humble avis en tout cas, il est normal que nous enseignants, nous ayons en tout cas un œil vigilant sur ce qui se passe. Nous avons une véritable procédure qui est mise en place par le gouvernement, c'est tout simplement nier le nombre d'élèves à scolariser. Et pour justifier des fermetures, effectivement, il faudrait une bonne fois pour toutes que l'ensemble de la société guadeloupéenne, tous les parents d'élèves, tous les enseignants, tous les élus politiques se mettent ensemble et justement manifestent pour obtenir les moyens pour notre école en Guadeloupe. Malheureusement, ce n'est pas le cas et donc nous faisons justement avec ceux qui justement font tout pour que leurs enfants puissent être scolarisés dans de bonnes conditions. La FSU était près des parents d'élèves de l'école Arlette Salomon à Saint-Claude. Nous sommes à côté de ceux de l'école Maragnès à Sainte-Anne. Nous serons aux côtés de toutes les équipes éducatives qui se mobiliseront pour obtenir des moyens pour que justement demain nous puissions tout simplement faire une rentrée de qualité et permettre aux élèves d'avoir une scolarité digne de ce nom. Sans transition aucune, on va passer donc de cette mobilisation des parents d'élèves à Sainte-Anne au tourisme. Ça n'a aucun lien, mais on reçoit, on vous l'a dit tout à l'heure, on reçoit Erika Mérillon de Cadistat. Erika Mérillon, ce sondage nous est tombé dessus, comme on dit sans tambour ni trompette. Pourquoi un sondage sur la croisière ou sur les croisiéristes?
En fait, à Calistat, nous scannons un certain nombre de secteurs d'activité. Le tourisme en fait partie. Et ce sont des données ensuite que nous proposons, bien évidemment, contre rétribution aux professionnels du secteur. Oui. Donc, nous avons une opportunité pour travailler sur cette thématique. Nous l'avons exploitée et ensuite, il y a tout un travail commercial qui est fait derrière. Alors, voilà. Question sur comment se porte la croisière au vu de ce que vous avez recueilli comme élément aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre que là, ce n'est pas la croisière dans sa globalité, mais la croisière du point de vue de sa pénétration dans les populations de Guadeloupe et de Martinique. On a aujourd'hui une croisière qui est basée chez nous, c'est-à-dire que les ports d'embarquement pour les croisières caraïbes de certaines compagnies sont Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, et donc ça facilite l'accès de ce type de vacances à nos populations. Et c'est vrai qu'il y a, comme elles ont un certain nombre de bateaux, pour avoir un bon remplissage, il y a des promotions par moment qui, là encore, facilitent l'accès, la pénétration de la croisière. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, quasiment 3 Guadeloupéens sur 10 ont effectué une croisière. Ont effectué une croisière au cours des 5 dernières années. Mais regardez autour de vous, hein, si vous posez la question, vous vous rendrez compte qu'il y a effectivement... Vous êtes déjà allé en croisière? Oui. Oui, ah d'accord. Même pas alors, là c'est 2 Guadeloupéens, un Guadeloupéen sur 2. Oui, mais c'est déjà pas là, mais si on me compte avec, ça fait 2 sur 3. Ah, ça fait 2? Ah, bon, ben, oui, d'accord. Bon, ben, donc il y a un vrai marché de la croisière en ce moment en Guadeloupe. Il y a un vrai engouement pour la croisière parce que c'est un type de vacances. Alors après, bien évidemment, il y a des options, mais c'est un type de vacances qui finalement devient relativement accessible avec hébergement et repas compris dans un forfait. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'options ensuite qui vont faire monter l'addition, mais pour des coûts relativement accessibles, vous pouvez avoir accès à ces vacances tout compris. Ça coûte combien en moyenne, une croisière moyenne? Pas le haut de gamme, je parle pas du haut de gamme, mais c'est difficile parce qu'il y a en fonction du positionnement de la cabine dans le bateau, on n'a pas les mêmes prix. Ah, si on est au fond de la cale ou si on est au... ça dépend des cabines. Mais surtout, je crois qu'il y a la croisière, c'est un type de vacances à la carte. Et en fonction des options, comme je disais, des excursions, des services pour lesquels vous optez à bord, vous allez avoir des budgets différents. Tout à fait. Question, Jessie, croisiériste. Et du coup, quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil type du croisiériste aux Antilles? Alors, c'est une très bonne question. Il y a de moins en moins de profils types. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, la croisière, mais comme je le disais, c'est un produit qui est devenu de plus en plus accessible. Avant la croisière, on avait l'image du croisiériste comme une personne de plus de 60 ans, avec un certain revenu. Et aujourd'hui, petit à petit, c'est une tendance qu'on observe pas seulement en Guadeloupe ou en Martinique. L'âge moyen du croisiériste diminue. En Guadeloupe, on est aux alentours de 52 ans, mais quand même... Ce qui n'est pas vos âges, hein? Non, pas encore, mais on se rend compte quand même que la pénétration de la croisière chez les moins de 35 ans est de 20%. Si elle est de 33% sur l'ensemble de la population de 18 ans et plus, elle est quand même de 20%, enfin 19% précisément, chez les moins de 35 ans. C'est un marché qui va encore s'étendre, c'est-à-dire que ceux ou celles qui aujourd'hui pratiquent la croisière à cet âge-là vont continuer visiblement. Alors, on a une question spécifique là-dessus, hein. On a demandé aux personnes interrogées si elles envisageaient de partir en croisière à l'avenir, et 8 personnes sur 10 répondent positivement. Alors bien évidemment, avec des délais plus ou moins court terme, mais aujourd'hui, la croisière attire réellement les populations de Guadeloupe et de Martinique. Avec votre autorisation, je vais sonder ici, combien de croisières déjà en 5 ans? 2. 2 déjà. Elle est exactement dans la moyenne, c'est le nombre moyen. C'est un bon client. Non, mais c'est le nombre moyen de croisières effectuées au cours des 5 dernières années pour les personnes qui en ont fait, bien évidemment. D'accord. Alors, donc ça veut dire que c'est un marché qui se positionne. Alors, ça veut dire qu'il y a un changement sociologique
psychologiquement, il y a un changement chez le Guadeloupéen. On ne parle plus comme autrefois en France, à Paris, etc. On préfère partir en croisière, c'est ça? Est-ce qu'il y a une ambivalence? Non, on n'a pas cherché à comparer la croisière à un autre type de vacances ou à d'autres types de séjours. Le but, c'était vraiment d'analyser la pénétration de la croisière. Oui. Et de ces résultats, on voit bien, puisqu'on a interrogé sur la période de croisière, et la période de croisière, elle est majoritairement à 75%. C'est terminé maintenant, entre décembre et avril. En général, après les vacances de Pâques, les derniers départs se font à cette période-là. Et donc, c'est vraiment la croisière basée. Donc, le fait qu'il y ait depuis une vingtaine d'années des compagnies qui basent leur départ pour les croisières Caraïbes de la Guadeloupe et de la Martinique qui favorise l'accès pour les populations locales. Alors on sait que pour voyager, on peut soit passer par Internet ou par une agence de voyage. Pour le produit croisière, quel est le canal qui est privilégié par les Antillais? Pour l'instant, ça reste la croisière à plus de 70%. Et on pourrait penser qu'il y a beaucoup, parce qu'on l'entend, qu'il y a beaucoup de comités d'entreprise qui organisent des croisières. C'est une réalité, mais ça ne dépasse pas 10%. Et donc aujourd'hui, les réservations par Internet pour la croisière en tout cas sont un peu moindres. C'est vraiment un canal qui n'est pas encore exploité à fond. Qui choisissent les agences de voyage. Ce sont les agences locales et vous n'avez qu'à regarder à la période où les croisières vont approcher, vous allez voir que les agences communiquent tout particulièrement sur les croisières parce que c'est un produit qui leur permet d'attirer beaucoup de clients. Alors je ne sais pas si le sondage a vu cette question, mais est-ce que c'est un produit d'avenir? Je veux dire, est-ce que la croisière va perdurer? Vous avez dit que, en moyenne, c'est deux croisières par croisiériste. Je ne sais pas sous quelle durée, sur une année ou... Non, c'est sur les 5 dernières années. Deux croisières sur les 5 dernières années. Ouais. Vous savez, si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur le marché de la croisière, donc dans un premier temps, on a ces 80% de personnes interrogées qui déclarent envisager d'effectuer une croisière. Mais je crois qu'il faut regarder aussi un peu plus largement. Quand vous entendez ce qui se passe au niveau des chantiers de construction de navires, on est aujourd'hui sur des constructions de bateaux de plus en plus importants et plus on augmente la capacité des navires, plus on baisse le coût unitaire du séjour. Et donc forcément, dans ce contexte-là, on a vu au niveau international que l'âge moyen des croisiéristes a baissé d'environ 10 ans. Donc c'est vraiment une tendance de fond, rajeunissement de la clientèle, diminution également du niveau de revenu moyen, parce que c'est un produit qui devient de plus en plus accessible. Et si on continue sur cette tendance, c'est-à-dire à augmenter la capacité des navires pour diminuer le coût de séjour dans une cabine, eh bien, vraisemblablement, la croisière va continuer à progresser sur nos territoires, mais également au niveau international. Alors, on remarque justement, effectivement, qu'ils ont tendance à augmenter la capacité des navires, mais il y a encore peu de ports qui peuvent accueillir d'aussi gros navires. Est-ce que ce type d'études que vous réalisez peut intéresser les ports autonomes, justement pour permettre de prendre des décisions sur les nouveaux travaux? Alors, on pourrait partir sur ce type de problématique. Là, vraiment, c'était uniquement appréhender la pénétration de la croisière et comment le consommateur guadeloupéen, comment le consommateur martiniquais se positionne par rapport à ce type de produit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les circuits, par exemple au départ de Pointe-à-Pitre, on doit avoir 2 ou 3 circuits maximum. Pour les personnes qui auront fait un certain nombre de croisières dans un certain temps donné, au bout d'un moment, il va falloir proposer de nouveaux circuits pour pouvoir gagner de nouvelles parts de marché et conquérir de nouveaux clients. Donc, vraisemblablement, il y aura... Je suppose que les compagnies en sont conscientes et commencent à réfléchir à ce niveau-là pour effectivement proposer de nouvelles escales et renouveler ainsi leur clientèle. Parce qu'aujourd'hui, le top niveau de la croisière, c'est de ne plus partir à Pointe-à-Pitre, c'est de partir à Miami ou dans une autre ville. C'est un autre produit avec d'autres escales.
disons que ça reste de la croisière, mais les compagnies américaines, par exemple, pour l'instant, ne proposent pas de port-base chez nous. Donc, ça peut être une évolution, et effectivement, certains Guadeloupéens, puisqu'on en a un quart environ de ceux qui ont déjà effectué une croisière, qui prennent le bateau soit au départ de Porto Rico, soit au départ de la Floride, ou encore sur les croisières européennes. Oui, justement, j'allais y venir. Quand vous faites cette étude, c'est uniquement sur la croisière méditerranéenne, enfin caribéenne, ou de là vous allez plus loin? Non, c'était vraiment le bateau de croisière. Mais on se rend compte que 3/4 des Guadeloupéens qui ont fait une croisière l'ont faite dans la Caraïbe au départ de Pointe-à-Pitre. Une avant-dernière chose, Jessie posera la dernière question. Entre Guadeloupéens et Martiniquais, c'est le même profil? Les mêmes demandes? Sensiblement le même profil. Les Martiniquais sont moins nombreux à être partis en croisière, mais les mêmes personnes, il y a plus de réitération, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux à faire plusieurs croisières. Et sinon, en termes de revenus, de tranches d'âge ou de nombre moyen de personnes, ça reste sensiblement les mêmes choses. Une dernière question aussi peut-être, non? Alors, lié plus à Calistat, du coup, les prochaines études porteront sur quoi? Alors, on a bien évidemment pas mal d'études en cours, mais qui ne sont pas forcément publiées. Non, c'est pas du secret, mais tous nos clients ne cherchent pas à ce que les résultats de leurs études soient médiatisés. Mais là, on a quelque chose, un petit baromètre politique en préparation. Sur l'immobilisme, par exemple, on peut faire penser... Non, mais on reste sur... Puisque justement, ce sont des études barométriques. Le but, c'est de revenir avec les mêmes questions. Et donc, voir un peu, puisqu'il y a eu un changement à la tête de l'institution régionale. Et donc, l'objectif, d'ici une dizaine de jours, je crois, on pourra publier les chiffres et voir comment... Donc, vous reviendrez nous voir. Si vous nous invitez, volontiers, c'est toujours de l'information pour nous. Juste une chose, est-ce que ce type d'études sur les croisières reviendra désormais régulièrement? Peut-être, il n'y a rien de... Là, c'est vraiment, contrairement à la politique, là, c'est vraiment en fonction de la demande et des opportunités. Et là, il y a eu demande plus opportunité, donc ça s'est transformé. Saisis la balle au bon. Voilà, exactement. Voilà, merci Erika Mérillon. Il va être 13h, ça va être l'heure de la pause publicitaire. On se retrouve tout de suite après, vers 13h05, pour la suite du journal avec Jessie et nos prochains invités. Merci Erika, et puis à très bientôt. Ça marche. À très bientôt. Elle met ses lunettes de croisière. « 13h06 dans le ZCL de ce lundi 18 avril. Et tout de suite, on revient vers Jessie pour les repères de l'actu. Et le conflit Canal+ CanalSat est terminé. Les salariés et la direction ont signé un accord. Samedi dernier, la salariée concernée par le licenciement qui avait conduit à la grève va être réembauchée. Les parents d'élèves de l'école Ginette Maragnès de Sainte-Anne sont mobilisés depuis ce matin. Les parents contestent la suppression d'une classe pour la rentrée 2016, une mobilisation qui devrait se poursuivre jusqu'à demain. Et le diabète pour les sourds-muets, c'est la première fois que l'Association française des diabétiques de la Guadeloupe organisait une rencontre sur le diabète pour ce public, souvent isolé par rapport à l'information santé en Guadeloupe. La conférence a eu lieu samedi dernier aux Abîmes. Et on repart tout de suite vers Morne-à-l'Eau, Jessie, puisqu'il y a un nouveau maire. Effectivement, Danick, donc suite au décès du maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, les 33 conseillers municipaux de la ville ont procédé ce matin à l'élection du nouveau maire et de ses adjoints durant la plénière du conseil municipal à Morne-à-l'Eau. C'est le premier adjoint au maire, Philipson Francfort, qui a été élu. Reportage de Maxime Morel. Elle est simple. Nous sommes une équipe qui travaillait déjà depuis 2 ans sur un nouveau contrat mornalien. Donc, il me revient maintenant que je suis élu maire de Morne-à-l'Eau de retrouver mes camarades, mes collègues, pour reprendre la marche de ce que nous avons fait depuis 2014.
très rapidement, je vais réunir la majorité municipale et nous allons discuter afin de trouver la ligne que nous avons quittée pendant quelques jours. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un jour, vous l'aurez compris, extraordinaire. Après Jean-Claude Lombion, qui a été mon ami, un ami de longue date, j'ai tenu à l'aider jusqu'au bout d'une manière loyale. Aujourd'hui, avec le vote que nous avons aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une très belle majorité et donc par conséquent, croyez-moi, le travail que Jean-Claude Lombion a mis en place va se poursuivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette mandature 2020. C'est ce qui était prévu. C'est une réaction de satisfaction déjà pour Félixon Francfort qui pendant, je dirais, près de 2 ans a bien remplacé Jean-Claude Lombion au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau puisque j'étais dans la minorité. J'ai vu le travail qu'il a effectué. C'est vrai que nous avons été élus comme minorité et que nous faisions bien notre travail. Aujourd'hui, que la possibilité nous a été offerte puisque Félixon Francfort nous a appelés, sachant qu'il y avait une distorsion dans sa majorité. Nous aurions pu rester dans la minorité, mais nous nous disons aujourd'hui, au vu des problèmes qui existent sur le territoire de Morne-à-l'Eau, quand nous regardons que l'ensemble de nos clubs sportifs, et je prends plaisir à le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon dada, le sport, eh bien, quand on voit le nombre de difficultés qu'a nos associations sportives et culturelles à Morne-à-l'Eau, je dis qu'il faut prendre la main pour essayer de faire au mieux et d'aider. Et donc voilà pourquoi, avec ma majorité, nous avons décidé, avec l'ensemble des membres de mon groupe et bien entendu du groupe de Madame Makaya, Morne-à-l'Eau autrement, nous avons décidé de rejoindre la majorité pour faire un bon travail et nous disons nous n'avons pas fait pour une histoire de poste, nous le faisons véritablement pour travailler pour les Mornaliens. Je n'étais pas candidat, donc il n'y a pas de querelle, les choses se sont passées dans la sérénité, vous l'avez bien vu. Donc les choses iront bien. Bien sûr, une minorité constructive pour faire avancer ma commune, pour faire avancer la société guadeloupéenne. Il ne peut en être autrement, puisque nous avons quand même l'habitude de siéger au conseil municipal. Quand il s'agira d'analyser et de discuter sur des problèmes déterminants pour Morne-à-l'Eau, eh bien, nous prendrons toute notre part. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, on a bien compris que Georges Germain a pesé de tout son poids pour cette élection. Une fois de plus, Jean Bardaille a raté le coche. Mais enfin, ça doit être que partie remise, puisqu'il faut s'attendre quelques petits bouleversements au sein de ce conseil municipal. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste uni, mais la question se pose jusqu'à quand. Sinon, on va quitter ce domaine particulier de la politique. On va revenir à des choses un petit peu plus légères, à peine. On va parler de Orange L. Alors, Orange L, c'était un concours organisé pour la première fois par la Fondation Orange, bien sûr, et aussi par Femmes du Bout. Les deux organismes se sont réunis et ont fait une sorte de casting. Vanessa Rounel qui est là et Madame Lolia qui est là vont nous expliquer un peu comment ça s'est passé, ce concours Orange L, en 2 mots. Alors en fait, tout a démarré par un appel à projet. C'est un appel à projet. Bon, c'était pas un casting. On a été sélectionnés. Oui. Comme il y a beaucoup de femmes, on dit c'est un casting. Oui. Donc, voilà, ils ont sélectionné 6 femmes en Guadeloupe, 6 femmes en Martinique et 6 femmes en Guyane, qui avaient donc des projets innovants dans le numérique. À l'issue de ça, donc, on a suivi durant 5 mois des sessions de coaching. Où on a rencontré des chefs d'entreprise, etc. Et aussi, on a appris à se connaître toutes. Et ensuite, il y a eu 2 finalistes qui ont été choisis par département. Et pour la Guadeloupe, c'était donc Rachel et moi. Oui, alors, vos 2 projets, puisque bon, Orange, elle, maintenant, c'est un petit peu le passé. Vos 2 projets, on va commencer par Rachel. C'était quoi votre projet Paroka? Parce qu'on n'en a pas entendu parler, mais on ne sait pas exactement ce qu'est ça. Bien sûr. Alors, Paroka, c'est la première application sur les plantes médicinales de la pharmacopée caribéenne. Le concept était de pouvoir modéliser ce savoir culturel et traditionnel sur un format numérique et surtout de le rendre accessible à tous. Donc voilà, c'était ça le projet et c'est encore d'actualité puisqu'en ce moment nous sommes dans une phase d'intégration. Donc on est vraiment dans le cœur du projet et on programme un lancement pour à la fin du trimestre, de ce trimestre. Alors le projet Vanessa? Alors en
fait, il s'agissait donc de Segundo Piso, qui est donc l'entreprise dont je suis du coup la fondatrice, qui est un site de vente en ligne couplé à un concept store physique connecté avec une offre de prêt-à-porter totalement exclusive sur la Caraïbe. Sous de la marque. Oui, ce sont des marques exclusives totalement. La partie innovante du projet est en fait qu'on répondait déjà à énormément de contraintes que peuvent rencontrer les Antillais dans leur on va dire, au niveau de leur comportement d'achat concernant la douane, le manque d'accessibilité à certains produits, le peur de l'arnaque, etc. Donc nous, on fournissait vraiment un vrai service client local, des prix rendus d'hommes. Et surtout, il y a différents algorithmes qui nous permettent de pouvoir proposer le bon produit au bon moment au client en fonction de son profil. Et comme par exemple comme innovation, vous aviez l'adaptation en temps réel du site internet, et vous aviez également aussi le concept store physique où il y a différentes solutions numériques qui seront présentes. Alors juste une question et après je passe la parole à Jessie qui a plein de questions à vous poser aussi en tant que femme bien sûr. Oui. Est-ce que pour ces deux projets Paroca et Segundo Piso, il y a eu on va dire un travail d'approche sur la clientèle, ce qu'on appelle une étude de marché? Oui. Oui, moi c'est une étude de marché que j'ai fait il y a maintenant plusieurs mois, qui a duré, je pense, 18 mois. 18 mois? Ouais, moi je travaille 18 mois exactement parce que j'ai fait un sondage, j'ai récupéré des études aussi, que ce soit auprès de la FEVAD ou d'autres organismes, aussi auprès de l'INSEE. L'objectif était vraiment de connaître vraiment le budget dépenses habillement sur ma cible, de comprendre aussi leur comportement d'achat, pourquoi ils achètent sur Internet, pourquoi ils ne l'achètent pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 60% des Antillais sont des internautes et sont des acheteurs en ligne, et que le premier produit qu'ils achètent en ligne, c'est pas le billet d'avion, c'est pas un livre sur Amazon, c'est du prêt-à-porter. C'est du prêt-à-porter. Et même ça remonte à très loin. Oui, alors pour moi, j'ai surtout fait une recherche en termes de chiffres concernant les utilisateurs des mobiles, en fait, donc les mobinotes. Également la tranche d'âge, puisque moi je suis vraiment sur l'intergénérationnel, c'est-à-dire que mon cœur de cible sont les utilisateurs donc de 15 à 65 ans, et ensuite de façon beaucoup plus large, l'environnement. Donc un jeune de 15 ans qui a ce support numérique pourra échanger avec par exemple sa grand-mère qui détient un savoir, et donc là il y aura un lien. C'est l'objectif. Donc voilà. Donc oui, on passe par du mobile, mais on reste aussi sur du concret. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au prix Orange GL? C'est une vraie innovation presque, c'est plutôt une nouveauté, c'est-à-dire qu'actuellement il n'y a pas de concours qui sont là pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin. Il faut savoir qu'on est dans un département où il y a le plus de femmes entrepreneurs, donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi des rencontres parce que c'est un concours interrégional, donc on a pu rencontrer des Martiniquaises, des Guyanaises, chacune a ses problématiques, sachant que ce sont aussi des marchés qui nous intéressent, parce que moi je désirais sur la Martinique, sur la Guyane, donc je pense que les échanges étaient très forts, des rencontres aussi, on a fait beaucoup de réseaux, on a rencontré énormément de femmes qui ont des parcours très forts, exceptionnels, et voilà, c'est aussi nous donner l'inspiration, les ailes dont on a besoin pour aller plus loin et pas se décourager comme ça peut être le cas. À savoir aussi que les concours sont généralement une opportunité pour, à travers par exemple le gain, contribuer aussi parfois au financement. Et en dehors de cela, nous on a une grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas d'incubateur, on n'a pas d'accélérateur, donc souvent en termes d'accompagnement, c'est très difficile. À savoir que l'entrepreneuriat, ça s'apprend, on n'est pas entrepreneur, et qu'en dehors des formations en ligne, etc., le côté concret, le côté échange interactif, c'est très enrichissant, puisque par exemple pour notre team carrément qu'on a appelé Zeste de Femmes, on a énormément échangé entre nous, et indirectement on a toutes contribué un peu à la construction du projet, soit par des avis, soit par de l'orientation ou des conseils, etc. Donc c'était très 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 enrichissant. C'est vrai que la dynamique de groupe, ça booste énormément. Dans ce coup, vous avez l'avis de 17 femmes différentes, sans compter les marraines aussi qui étaient présentes aussi beaucoup pour nous aider. Moi j'ai beaucoup apprécié la présence de notre marraine qui était Ingrid Maisonneuve-Chêne, qui est donc fondatrice de Shopping. Donc oui, je pense que c'est un vrai boost pour nous, effectivement, et moi je souhaite justement qu'il y ait de plus en plus de concours de ce type, qu'on monte de plus en plus en pression là-dessus, parce que c'est vraiment important de valoriser vraiment le développement économique de nos îles. On peut dire que c'est un projet qui vous a conforté dans vos deux entreprises?
Oui, je pense que oui, quand même, parce que souvent on a des baisses de morale, des baisses de motivation, voilà. Donc c'est vrai que, pour ma part, à un moment où j'étais vraiment à zéro, j'en pouvais plus, puisque c'est de l'endurance. On a aussi cet isolement parfois. Donc grâce à mon équipe, par exemple, au moment où elles ont senti que je m'affaiblissais, elles me disaient mais non Rachel, vas-y, continue. Donc voilà, on s'auto-booste, on s'auto-encourage, on s'auto-motive. Ouais. Donc entre nous, c'est vraiment de l'interaction. Alors, est-ce que ces 5 mois de coaching vous ont servi du point de vue du développement de vos projets entrepreneuriaux? Moi, ça m'a, Jacques, personnellement, donc quand j'ai participé, je pense que le plus gros impact qu'a eu ce concours sur moi, c'était vraiment au démarrage. Parce que quand j'étais sélectionnée, c'était vraiment un moment où j'étais vraiment, on va dire en termes de morale, moins 10. Et surtout, ça m'a poussé à prendre plus de risques, à postuler à d'autres choses, à aller sur d'autres expériences, à aller plus loin, et pas me dire que c'était impossible. Et du coup, ça m'a apporté d'autres choses qu'on verra peut-être dans quelques mois, mais dont je ne peux pas forcément parler maintenant, mais ça m'a poussé plus à aller plus loin et ne pas me contenter d'un nom parce que ici on va vous dire que non, c'est pas innovant, c'est pas intéressant, c'est trop cher, c'est ceci, c'est trop ambitieux. C'est surtout ça, hein, c'est qu'on entend souvent dès qu'on a un projet innovant, c'est trop ambitieux, ça ne marchera pas en Guadeloupe, vous pouvez pas faire ça ici. Enfin voilà. Et donc là on était dans autre chose entre nous toutes, de se dire on va y arriver, nos projets ils sont pertinents, parce qu'on aurait pu se le dire aussi en toute franchise, hein, non moi je trouve pas que c'est pertinent, etc. Mais il n'y a aucun projet que j'ai trouvé hors cadre ou qui n'avait pas sa place. Aucun. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est le cadre, dans le sens où on avait des deadlines qu'il fallait respecter, plus ou moins. Et donc, on se donnait vraiment cette motivation d'accélérer. Peut-être que moi, par exemple, Paroca, je l'ai développé en 6 mois. Il faisait parfois des bonds d'un jour à l'autre, voire même d'une semaine à l'autre. Je pense que seul, au lieu de prendre 6 mois, j'aurais peut-être pris 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ou voire même peut-être que j'aurais jamais réellement sorti. Et donc là, on est vraiment dans ce challenge à respecter chaque jour. Ça vous a permis de vous organiser. Voilà, en termes d'organisation, mais surtout de... Parce qu'il y a quand même une compétition, défi, donc chacune d'entre nous, on voulait toutes gagner le prix. Il fallait qu'on montre qu'on avance. Il fallait montrer qu'on avance. Il faut dire, Jessie, qu'on gagnait 6 000 €. Hein. Oui, ça je sais, oui. Alors, au vu du coup de l'actualité, en ce moment, on n'entend parler que de mobilisation, loi travail. Vous qui êtes de l'autre côté, du coup, qui maintenant patron, vous allez devoir embaucher des salariés. Quel est votre avis par rapport à toutes ces mobilisations? Oh là là, la grande question, Jessie. La question qu'il ne faut pas poser, mais on la pose quand même. La question qu'il ne faut pas poser, mais je dirais que je ne connais pas les tenants et aboutissants de chaque mobilisation qui se passe en ce moment. Oui. Il y a un rejet de la loi Nkomoui parce que les jeunes, particulièrement les jeunes de votre catégorie, disent que c'est leur privé plus tard d'un outil indispensable pour la défense des travailleurs qui est le Code du travail. Pour aller vite. En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment d'avis sur la loi El Khomri. Ce que je sais par contre, c'est qu'effectivement, il y a des réformes à faire dans ce pays. Et qu'à chaque fois qu'il faut en faire, c'est toujours une levée de bouclier. Donc j'espère qu'un jour, on va vraiment y arriver parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Il y a des millions de pays où il y a beaucoup plus de flexibilité, où on avance beaucoup plus vite. Et il ne faut pas qu'on ait ce retard-là. Après, je comprends qu'on a des acquis, qu'il faut les garder. J'ai été salariée avant d'aujourd'hui d'être entrepreneur, mais je comprends aussi aujourd'hui qu'en tant qu'entrepreneur, c'est difficile. Et que je regardais hier soir un documentaire. C'est difficile d'être patron. Non, pas difficile d'être patron. Je pense qu'il y a 2 catégories de patrons. Déjà, il y a les patrons qui peuvent s'organiser pour être protégés, pour trouver une façon de ne pas avoir à payer beaucoup de charges. Et il y a aussi le vrai patron qui est une TPE. Je sais pas, mais il y a aussi les TPE, PME qui, elles, représentent 90% du tissu économique et qui, elles, ont des vraies problématiques. Mais après, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'avis là sur les mobilisations. Je peux comprendre qu'on se bat pour ses droits. D'accord. Et Rachel, une idée? C'est surtout qu'il y a quand même une diabolisation de l'image du patron. Oui, pour moi, il y a 2 patrons. Enfin, de la patronne. C'est relatif, 2 types de patrons, à mon sens. Mais c'est relatif parce que, comme disait Vanessa, je pense que certains patrons, par exemple des gros groupes, ont certains moyens. Et donc, il faut être conscient que parfois, il y a de l'exagération. Les employés font quand même partie du cœur de l'entreprise. C'est eux qui font fonctionner l'entreprise. Donc, ils ont des droits, il faut les respecter, c'est sûr. Ensuite, l'autre type de patron qui est vraiment patron qui essaie de se débrouiller tous les jours et voilà. C'est difficile.
a beaucoup de difficultés, qu'il y a beaucoup de problématiques. Comme disait Vanessa, il faut revoir certaines choses en prenant en compte les contraintes de chacun. Quand on démarre et qu'on se voit tout de suite qu'on est chargé, alors qu'on n'a même pas fait 1 euro de chiffre d'affaires, ça c'est juste pas possible. Après, hier soir, j'entendais dans un reportage une dame qui dit oui, ça fonctionne très bien, notre entreprise, on va être obligé d'embaucher. Et c'est une phrase que j'entends tout le temps, obligé d'embaucher. Ça veut dire que inconsciemment, embaucher quelqu'un, c'est un poids. Et ça ne devrait pas l'être. C'est une contrainte, oui. C'est une contrainte. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. 13h23, dernière question à vous deux. Est-ce que, du point de vue du net, de l'Internet en Guadeloupe, ça vous a appris beaucoup de choses sur la pénétration du net en Guadeloupe? Parce que, finalement, on le sait, il y a beaucoup de Facebookiens et de Facebookiennes au pays. Est-ce que ça peut servir au développement d'entreprises, de ce type d'entreprise innovante? Ah oui, il y a tout à faire. L'avantage qu'on a, justement, en étant en retard, c'est qu'il y a effectivement de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Mais c'est sûr que c'est un gros relais de communication. Le digital, de manière générale. Mais un Guadeloupéen sur 2 est sur Facebook, donc, et ça coûte moins cher que d'autres médias traditionnels. Tout à fait. Donc, il y a matière à faire. Ben voilà, mesdames, chères patronnes, jeunes patronnes, on vous remercie d'être venues. En toute façon, on aura l'occasion sûrement de vous revoir. Vanessa qui va lancer sa boîte dans combien de temps? Dans moins d'un mois. Moins de mois. Et Cécile? Paroca. Alors, ma société est déjà fonctionnelle. Paroca, c'est son premier projet et on espère un lancement pour la fin de ce trimestre. Ben écoutez, CNCL sera toujours heureux de vous accueillir. Merci. Et pour booster des jeunes patrons, patronnes dans un contexte difficile, mais finalement, il faut le faire. Voilà, 13h25, une dernière info avant la pause pub et qu'on reçoive tout à l'heure Didier Manette, encore un jeune qui viendra lui parler d'autre chose. Alors, une brève avant donc de passer au sujet d'aujourd'hui. 272 morts, c'est le triste bilan encore provisoire du séisme qui a frappé l'Équateur samedi soir. Le tremblement de terre était de magnitude 7,8, le plus violent qu'ait connu le pays depuis 1979. Le séisme a été ressenti dans l'ensemble du pays et même jusque dans l'ouest de la Colombie. Le nombre de victimes devrait probablement augmenter de manière considérable, selon le chef de l'État, Rafael Correa. Et samedi dernier, aux Abîmes, l'association française des diabétiques de la Guadeloupe organisait sa première conférence sur le diabète avec des interprètes de la langue des signes. La conférence était animée par un médecin généraliste spécialiste en langue des signes, un diabétologue et un endocrinologue. L'accès à la santé au sens large demeure pour ces personnes une difficulté au quotidien. Cet échange a donc permis d'apporter des informations essentielles sur le diabète. Beaucoup se posaient des questions pour mieux vivre avec cette maladie. Reportage d'Olivier Moradel. Alors, cette première conférence avec cette population de sourds et de malentendants, avec comme objectif d'éviter l'isolement, parce que c'est un public que nous ne rencontrons pas facilement, qui n'a jamais été avec nous lors de nos actions de manifestation. Et j'ai été interpellée par cela, par le président qui me disait oui, mais ce public-là n'a pas accès à l'information. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette première conférence avec interprètes pour les personnes sourdes et malentendantes. Moi, j'ai appris énormément de choses. Énormément de choses, c'était vraiment très intéressant. Ça faisait un certain moment que je voulais savoir voilà, ce qu'il en était de la maladie du diabète. Je voulais avoir des informations. Voilà, je savais qu'il y avait un taux de sucre important, mais il me manquait un certain nombre d'informations. Et là, enfin, l'accessibilité était là. Avec les interprètes, on a pu poser des questions. C'était vraiment un échange très riche, très intéressant. Moi, l'objectif aujourd'hui, c'est l'explication sur la maladie du diabète. Ce que j'ai pu, voilà, j'ai regardé, il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'étais totalement ignorant, donc j'ai appris énormément de choses dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on est une association sportive, donc c'est vrai que l'activité sportive, ça faisait partie justement des soins liés donc à cette maladie. Et je trouve qu'il y a un manque d'informations concernant cette thématique-là sur le diabète. Vous vous êtes rendu compte que les questions fusées, le public était composé presque essentiellement de personnes sourdes et malentendantes. Et on a dû arrêter puisque le débat aurait pu se poursuivre encore pendant longtemps.
Il y a énormément de sourds en fait qui ont des interrogations, qui ne savent pas d'où viennent cette maladie, qui s'interrogent. Et ce type de conférence permet voilà, de les informer. Et j'espère que ce type d'action va continuer sur d'autres thématiques en lien avec la santé. On a pu leur expliquer les notions de dépistage, de diagnostic de la maladie et même comment utiliser la phytothérapie, c'est-à-dire les plantes caribéennes qu'on trouve ici en Guadeloupe, afin de diminuer le sucre parallèlement aux traitements efficaces et leur expliquer les traitements médicamenteux actuels, les nouveaux traitements qu'on peut utiliser. Donc très satisfait de l'impact que ça peut avoir en fait sur cette communauté. Bah oui. C'est vrai que moi, je me mets à réfléchir, je pense que je vais faire attention dans l'avenir. J'ai dans ma famille des diabétiques, donc il est possible que moi, par la suite, je devienne également diabétique, donc je vais évidemment faire attention. Et puis je viens me remettre au sport aussi. Oui, bien sûr, bien évidemment, d'après tout ce que j'ai regardé, j'ai vu que voilà, il fallait avoir une alimentation équilibrée pour éviter donc, cette maladie dans l'avenir. Hein. Donc évidemment que je vais changer mes habitudes alimentaires. Les informations ont été claires sur ce sujet. Voilà, et n'oubliez pas notre rendez-vous santé le samedi 30 avril au WTC de Jarry. Toutes les problématiques de santé depuis l'enfance au grand âge seront abordées. L'événement se déroulera de 9h à 19h et l'entrée est bien entendu gratuite. Il est 13h29, on se retrouve juste après la pub pour continuer donc notre ZCL. Voilà, 13h34 dans le ZCL et on reçoit, comme on vous l'avait annoncé, nos deux invités, enfin deux hommes, puisqu'on a reçu jusqu'ici que des femmes, mais enfin, pas désespéré. On reçoit donc Didier Manette, bonjour. Bonjour. Et il est accompagné du représentant de la chorale Cœur en Fête, je vais parler de François Lanéry. Lanéry, bonjour. Alors, la première question est toute simple. Comment le lien a été établi entre les éditions Nègre Marron et la chorale Cœur en Fête? Eh ben, la chorale Cœur en Fête a la chance d'avoir dans son sein une Guadeloupéenne. Il y avait un trait d'union. Recrue récente qui nous a dit venez chez nous. On est venu et on nous a orienté vers Didier pour nous organiser notre voyage. Alors, vous organisez donc demain un show choral K. Ça va se passer au Moule. Le programme a l'air d'être assez consistant. Bon, en fait, on a voulu apporter cette touche chorale, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours ce public-là, c'est pas toujours facile pour le public de venir découvrir la chorale. Donc on a voulu allier d'autres éléments, notamment le chœur, puisqu'on a déjà beaucoup de spectacles à notre attractif. Donc on a voulu allier tout ça. Donc il y aura la chorale, mais il y aura du cas, il y aura également des poètes et des slammeurs. Et on a voulu avoir un plateau qui permette à tout le monde de faire de belles découvertes. Donc ce sera aussi l'occasion pour eux de découvrir un peu ce qu'on produit ici. Et que le public aussi puisse voir qu'on peut mélanger les arts et que la chorale a tout à fait une place dans notre culture musicale. Alors quel est l'ADN même d'une chorale comme la vôtre? L'ADN, c'est l'envie de chanter. Oui. C'est des gens, les choristes. Vous chantez quoi? Envie de chanter ensemble, déjà. Envie de chanter ensemble. Et quoi? Ça dépend des chorales. Il y a des chorales qui sont plus religieuses, plus spirituelles. Et nous, on est variété française, essentiellement, avec quelques incursions vers des pays étrangers, mais essentiellement variété française. Que ce soit du Brel, du Brassens, du Claude Nougaro, du Barbara, voilà, que de la variété française. Vous êtes combien dans cette chorale? Alors on est 40 dans la chorale et on est 28 à faire le déplacement en Guadeloupe, ce qui est assez exceptionnel et on est très 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 content. Et votre répertoire est très étendu. Alors ça signifie qu'en partant, vous allez essayer d'intégrer peut-être une chanson créole dans votre chorale à venir? Alors je vais être obligé de dévoiler un secret. Mais allez-y, vous êtes là pour ça. Eh bien nous avons, grâce à Marie-Jo, appris la Rizabim et on va vous chanter la Rizabim avec tout l'assistance, j'espère bien. Ben, ça vaut le déplacement. Question de Jessie peut-être. Quel est l'objectif principal de ce show choral K? Pour nous, il s'agissait véritablement de mettre en place l'échange et aussi de montrer que les Guadeloupéens qui sont là-bas aussi continuent à travailler et à montrer nos arts d'ici. Donc l'occasion aussi pour eux de découvrir la Guadeloupe à travers la musique, mais aussi à la richesse guadeloupéenne. C'est la première fois en Guadeloupe? Oui. C'est la première fois. Donc ils viennent du Rhône, donc c'est l'occasion de découvrir un chant de K, découvrir le Rhône, parce qu'ils viennent du vin, donc
voir aussi le rhum. Il y a des bouteilles de vin dans les valises, j'imagine. Il y en a quelques-unes parce que, bon, il faut dire qu'on vient de Juliena. En plus. Juliena est quand même un des crus du Beaujolais, ce qui, sur 570 hectares, je crois, récolte en gros 30 000 hectolitres de vin, ce qui fait 4 millions de bouteilles quand même. Donc c'est pas mince. C'est pas mince, mais bon, donc on est là aussi pour échanger et promouvoir vous le rhum et nous le Beaujolais. Alors, est-ce que l'inverse sera un jour vrai? On verra les possibilités sont Didier, ouvertes. sa troupe partir dans je crois que les possibilités sont ouvertes. L'occasion aujourd'hui nous est donnée de collaborer dans ce sens-là, mais on reste très ouvert et je pense que cela se fera un grand plaisir. On croit que la culture peut être ambassadeur de la Guadeloupe et que la culture poésie, slam peut véritablement permettre de faire connaître la Guadeloupe ici, mais aussi ailleurs. Et je crois que c'est dans cette collaboration. Nous engageons d'ores et déjà à vous recevoir comme il faut. Voilà, on va céder ça. Donc ça va dans les deux, ça ira dans les deux sens. Donc alors, on va le rappeler, 19 avril, c'est-à-dire demain, 20h. C'est à la salle Robert Loison Moule. Voilà, donc 20h salle Robert Loison, donc il y aura la chorale qui sera sur scène, mais il y aura d'autres pointures comme Eros que tout le monde connaît en matière de slam, il y aura Gino Baltimore, Tambouillet, K que tout le monde connaît également, Marie Luison, je serai également sur scène. Donc on aura sur scène, on va dire une 45 personnes environ, donc ça va tourner, c'est un show de 2 heures qui va débuter à partir de 20h tapante. Alors on dit aux gens d'être à l'heure. D'être à l'heure pour un show qui sera inoubliable, parce qu'il y aura beaucoup de couleurs, c'est le cas de le dire. C'est comme on dit, c'est one shot. Voilà, c'est plié, ça ira. Et en fait, ce qu'on peut rajouter, c'est que le lendemain, le mercredi, la chorale va aussi offrir un spectacle à tous les gozériens et d'une manière générale aux Guadeloupéens. Vous allez au Gosier aussi. Donc le lendemain à 19h, on sera à la salle Léopold Hélène du bourg. Donc c'est une salle ouverte, donc le spectacle sera gratuit pour tout le monde. Ce ne sera pas le même spectacle que mardi. Mardi, il y aura véritablement l'ensemble. Mais là on n'aura que la chorale pour mercredi au Gosier, et jeudi il y aura également un spectacle sur la salle sur la place publique de Morne-à-l'Eau avec l'association Merveille et avec le nouveau maire du coup ça bouge beaucoup à Morne-à-l'Eau. Il va pas rater ça, c'est sûr. Oui, j'imagine. Donc jeudi on sera à partir de 18h30 sur la place de Gertie-Hachmed de Morne-à-l'Eau. Alors est-ce qu'on a encore le temps d'une prévente? Parce que je vois qu'il y a on a encore le temps du prévente, donc mon numéro de téléphone 06 90 38 56 12. 38 56 12. J'ai pas entendu. 38 56 12. C'est mon numéro pour la prévente. Voilà. Et donc rendez-vous demain soir à 20h. Voilà. Un spectacle qui coûte vraiment pas cher. C'est vraiment un cadeau qu'on a voulu faire à tous les Guadeloupéens pour vous découvrir cela. Donc voilà, faut encore m'appeler et venir découvrir. Ça va sentir le rhum et le rhône. Le rhum, le rhône et surtout beaucoup de belles voix. Je les ai vus répéter et je peux vous assurer que ça vaut le déplacement. Ça vaut vraiment le déplacement parce qu'il y a des voix qui savent se placer et il y a véritablement un travail qui dure depuis des années parce que la chorale existe depuis très longtemps. Et ils ont un parcours déjà très très important. Un dernier mot? Comment? Un dernier mot, François. Un dernier mot. Écoutez, j'attends du monde pour vous faire partager toute cette joie et ce plaisir qu'on a de chanter ensemble. Merci d'être venu. 13h39, on continue notre parcours dans les fous. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, en fin de journal, on aura une petite incise sur la visite d'un Premier ministre. Un Premier ministre chasse l'autre, puisque la semaine dernière, c'était Juppé, ex-Premier ministre. Cette fois-ci, c'est François Fillon et son bouquin Faire qui est de passage en Guadeloupe. Pour reportage tout à l'heure, on reviendra sur cette visite du Premier ministre aux Français. On reprend, Danick, avec une brève. Le 7e sommet de l'Association des États des Caraïbes aura lieu le 4 juin dans la capitale cubaine de La Havane. Au cours de la 21e réunion du Conseil des ministres de l'Association des États des Caraïbes, tenue en janvier à Haïti, Cuba a pris la présidence de l'organisation jusqu'en 2017. L'association se compose actuellement de 25 États membres et 7 pays associés, avec peut-être l'adhésion de Saint-Martin. On rappelle que le secrétaire général de l'AEC, Alfonso Munira, était en visite à Saint-Martin en ce début de mois pour étudier leur demande d'adhésion. Et j'ajoute que la Guadeloupe fait partie de l'Association des États de la Caraïbe depuis 2 ans déjà. Ça s'était fait au Mexique, à Mérida exactement. Et donc théoriquement, je dis bien théoriquement, avec la nouvelle gouvernance, il devrait y avoir un représentant de la Guadeloupe à cette conférence, en l'occurrence Marlène Médis, puisque c'est elle qui est chargée de la coopération régionale à l'intérieur du
de la nouvelle gouvernance d'Arichadus. La suite. Et le 5e marathon fitness senior de la Guadeloupe, c'était samedi dernier à la salle Laura Flessel de Petitbourg. Une multitude d'activités de fitness attendaient donc les participants seniors, des activités adaptées à ce public qui doit, au-delà de l'entretien musculaire, permettre également de travailler l'équilibre, diminuer les risques de perte d'autonomie et créer tout simplement du lien social. Reportage d'Olivier Moradel. Alors le marathon encore pour cette année, donc la 5e édition, c'est une multitude d'activités de fitness. Donc nous avons commencé par un échauffement automassage avec une réflexologue. Ensuite nous avons eu une activité de savate, boxe, pied-point. Ensuite un exercice de renforcement avec des élastiques, bien évidemment. Ensuite, nous avons eu de la afro-dance, zumba, et puis afro-move, afro-dance comme on dit, rime et bonda. Et là, nous allons terminer par une activité un peu plus cool puisqu'on est au retour au calme. Et là, nous allons avoir un petit peu de yoga. La consigne des animateurs dans chaque club, et puis de toute manière, c'est ce que j'ai dit en premier lieu, chacun fait ce qu'il peut, c'est surtout ça. On ne va pas présumer de ses capacités. Vraiment, les seniors font ce qu'ils veulent. S'ils veulent commencer une activité, ils commencent. S'ils ne veulent plus faire parce qu'ils sont fatigués, ils remontent dans les estrades et puis s'arrêtent pour récupérer. Il faut savoir que toute l'année, ces seniors pratiquent cette activité. Et par un passage obligé, si vous voulez, des 5 intentions éducatives qui sont pratiquement la mémoire, l'autonomie, la motricité, puisque les activités, il faut avoir de la mémoire pour pouvoir les renouveler, ces activités, et également l'équilibre, parce que c'est aussi important. Et donc tous ces seniors sont licenciés et sont pratiquement contents de venir participer à cette manifestation. Nous sommes de certain âge, on dit, mais comment dirais-je, nous sommes un petit peu déjà rouillés, pas beaucoup, et ça nous permet de nous assouplir un petit peu, comment dirais-je, les mouvements ne sont pas trop brusques, c'est plutôt dans la finesse, on pourrait dire, et ça nous aide beaucoup. On sort, on se regorge un peu d'air frais et puis ça va. Et on se retrouve bien. C'est une bonne idée de faire en sorte que les personnes âgées puissent participer. Bien entendu, dans les communes maintenant, nous avons des aires pour pratiquer le sport. Mais ayant quelqu'un avec nous, un coach en quelque sorte, une animatrice ou un animateur, ça nous aide, ça donne un petit peu l'orientation. On ne fait pas n'importe quel mouvement. On essaie de faire dans la finesse, comme je disais tout à l'heure, dans la douceur. Et je pense que c'est une bonne chose pour les personnes d'un certain âge. Et on rappelle que les seniors sont de plus en plus nombreux partout dans le monde. D'ici à 2050, les plus de 65 ans devraient représenter 1,6 milliard, soit 17% de la population planétaire. Vivre plus longtemps ne signifie pas forcément vivre en meilleure santé. Il faut donc s'y préparer et cela commence avec le sport et une meilleure alimentation. Et Danick, François Fillon est donc parmi nous. Effectivement, les ministres passent mais ne se ressemblent pas. Après donc, les ex-premiers ministres français passent et ne se ressemblent pas. Après donc, Alain Juppé, c'était la semaine dernière, partisan donc DLR, et aussi qui va se présenter aux primaires à droite et vers le centre. Mais c'est un deuxième ex-premier ministre qui est de nouveau chez nous, puisque M. Fillon était déjà passé en Guadeloupe il y a quelques années de cela. C'était à l'époque d'un cyclone. Et il est venu en Guadeloupe, il va se rendre en Martinique. Alors il faut savoir quand même, pour bien comprendre ces visites premiers ministérielles qui se font régulièrement chez nous, c'est que ce qu'on appelle globalement en France l'outre-mer représente quand même un volant de 2 millions de voix. Et dans une élection qui risque d'être serrée, ces 2 millions de voix, on essaie de les faire bouger. Et c'est ce qui explique ces visites successives. Aujourd'hui, Fillon, et la semaine dernière, Juppé, peut-être demain, Sarkozy, qui sait encore. Et puis, il y aura aussi le défilé des gens de gauche d'ici quelque temps, le temps qu'on sache un peu qui à gauche va se représenter à cette élection présidentielle. Et donc, le reportage, on va le voir tout de suite, de Jeff Taylor, ou de Charlie Dagonia, pardon. Écoutez, ma feuille de route, c'est de convaincre les habitants de la Guadeloupe et singulièrement
électeurs de la droite et du centre de soutenir ma candidature à l'élection présidentielle. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu présenter mon projet politique pour redresser la situation de notre pays et puis en même temps dire mon attachement aux liens que nous avons avec les Outre-mer, dire qu'il n'y a pas deux France, il n'y a qu'une seule France. Et cette France doit être solidaire, ce qui suppose que l'Hexagone aide l'Outre-mer, qui a des handicaps particuliers, et ce qui suppose aussi que l'Outre-mer permette à la France de se projeter vers le reste du monde. Hein. Nous sommes 1% de la population mondiale. Il y a un risque de repli, de recroquevillement sur nous-mêmes, et l'Outre-mer, c'est une des manières de nous apporter des horizons nouveaux et des cultures nouvelles. C'est une économie qui a été beaucoup aidée par en particulier les lois de défiscalisation. Je rappelle que les 3 principales lois qui ont permis de venir en aide à l'économie de l'outre-mer, c'est des lois qui ont été votées par des gouvernements de droite. La loi Ponce, la loi Perben, la loi de 2009 sous mon gouvernement. Malgré ça, la Guadeloupe souffre à la fois des handicaps du territoire hexagonal, c'est-à-dire beaucoup d'impôts, beaucoup de charges, surtout beaucoup de réglementations, et en même temps de handicaps supplémentaires qui sont liés à sa position géographique, qui sont liés à sa dimension, son caractère insulaire. Donc c'est ces 2 sujets qui doivent être abordés à l'occasion du prochain débat de l'élection présidentielle. On notera quand même que pour cette visite François Fillon, cette fois, Laurent Bernier, le maire de Saint-François, était présent, alors qu'il ne l'était pas, lors de la visite d'Alain Juppé. Voilà, on aura terminé avec ce ZCL aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, nous aurons 2 chroniques, la chronique Innovation avec notre amie Karine Duménil et la chronique Ostéopathie, puisque demain, Mélissa sera avec nous, bien sûr, toujours avec Jessie. Jessie, justement, l'info du jour qu'on va garder pour terminer ce journal. Alors on va retenir, Dany, que la fin du conflit entre Canal+, CanalSat et ses salariés, la salariée donc Gladys Barfleur a été réintégrée dans une société partenaire donc de la société. Justement, vous pourrez voir donc sur le www.zcl.tv notre intervention avec Maïté Hubert qui nous a annoncé donc que l'organisation syndicale UTT-UGTG sera réunie, mobilisée le 29 avril. Le 26. Ah, le 26 avril. 26 avril. Et donc, pour l'UTT-UGTG, c'est une grande victoire d'avoir réussi à faire plier la direction de CanalSat qui, comme on dit, pas de marche, mais finalement, il a fait une bataille de la raison. Voilà, on a fini. Une dernière info de Météo France. Ah oui, c'est voilà, vrai, qui nous informe qu'à compter d'aujourd'hui, la Guadeloupe est en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Cette vigilance devrait être levée ce jeudi 21 avril, donc soyez prudents, particulièrement si vous devez pratiquer des activités près de cours d'eau, en mer ou en montagne. C'est pas le moment de prendre le bateau ici. Non, pour aller à Margaret. Voilà, on a vraiment terminé, on vous remercie. Si vous ne le savez pas encore, très rapidement, notez donc cette manifestation le 19 avril à 20h à la salle Robert Loison. C'est un show Choral K, et on a entendu tout à l'heure Didier Manette qui en a parlé. Voilà, c'est fini, nous allons manger. Si vous avez déjà mangé, bon appétit, et bien nous allons pointer nos petits points, et puis on se retrouve demain à la même heure, toujours avec le ZCL, et ce sera encore Yann demain. Il me semble, hein, oui. Oui, Yann demain, ou Zébris, en tout cas, il y aura une réalisation. Il a fait. Bye bye, au revoir.